Nous sommes heureux de vous présenter notre partenaire sponsor de cet épisode, le label Déméter. Déméter est une certification indépendante pour les produits alimentaires, cosmétiques et textiles issus de la biodynamie avec des exigences complémentaires à la réglementation bio officielle. Les agriculteurs labellisés Déméter contribuent à la régénération des écosystèmes dans une approche holistique qui lie intimement soin du sol, soin du végétal, bien-être animal et développement de la biodiversité. Les produits certifiés Déméter répondent à des exigences élevées pour la production agricole, l'élaboration des produits transformés, les emballages, la responsabilité sociale et sociétale et la responsabilité écologique. Pour découvrir les garanties du label Déméter, les fermes et entreprises certifiées ainsi que leurs produits, rendez-vous sur www.demeter.fr. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Alors, petite note à nos auditeurs avant d'écouter ce podcast. Comme vous l'avez compris, Lise Bourbeau se trouve actuellement au Québec et moi en Europe, et on a eu un petit problème de sifflement de son à l'enregistrement de ce podcast que nous n'avons pas réussi à effacer, donc on s'excuse par avance. Évidemment, ça n'empêche absolument pas d'écouter ce merveilleux podcast avec Lise Bourbeau. Merci. Trop souvent, ce sont des habitudes, des croyances et des peurs transmises par nos parents et notre entourage qui disent notre façon de nous occuper de notre corps, de nos comportements alimentaires, de nos pensées et de nos émotions. Pourtant, devenir un peu plus maître de sa vie, nous en rêvons tous. Et pour mon invité du jour, cela passe sans aucun doute par le fait d'élever notre niveau de conscience et faire confiance à notre corps afin de nous défaire de nos habitudes, croyances ou peurs. Auteure de best-sellers vendus à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde, conférencière et fondatrice d'Écoute ton corps, la plus grande école de développement personnel au Québec, elle nous appelle constamment à faire l'expérience consciente de ce qui se passe en nous, au point de vue physique, mais aussi émotionnel. Elle a aidé des milliers de personnes à améliorer leur qualité de vie, leur relation à eux-mêmes et aux autres. Et aujourd'hui, elle nous passe à nouveau le message avec ses 2 derniers ouvrages. Alors, un qui est sorti déjà depuis janvier en France, Écoute ton corps encore, et le tout dernier, pour lequel on se parle également aujourd'hui, Une année de prise de conscience, 365 exercices pour apprendre à être heureux. Je suis ravie de recevoir pour la 2e fois dans Métamorphose, vous aurez reconnu évidemment Lise Bourbeau. Bonjour Lise. Bonjour. Alors, je rappelle qu'on avait fait un épisode, c'était dans les tout débuts de Métamorphose, pour celles et ceux qui auraient envie de vous Alors, on se tutoie ou on se vous voit, Lise? Oui, on se tutoie. Moi, je suis plus familière avec le tutoiement. Oui, c'est ça. Parce qu'en antenne, on avait commencé à se tutoyer, puis là, je vois que j'ai le petit vouvoiement qui reprend. Oui. On avait fait un épisode qui s'appelait évidemment « Écoute ton corps, ton meilleur ami pour la vie », qui est aussi un de tes livres précédemment. Alors, je parlais de « Écoute ton corps encore », qui est sorti chez J'ai lu en poche. Pourquoi avoir fait d'abord ce second livre sur le même sujet, avec la même structure, près de 35 ans plus tard? Qu'as-tu appris en fait depuis? J'imagine beaucoup de choses, mais c'était important pour toi de refaire passer le message? C'est surtout parce que je découvre sans cesse des nouvelles choses, hein, à force de l'enseigner, rencontrer toutes sortes de personnes avec des vies différentes, avec des problèmes différents, puis des découvertes différentes. J'apprends sans arrêt depuis 40 ans que j'ai commencé mon école. Et alors, c'est plusieurs années entre les 2 livres et j'ai voulu ajouter d'autres informations que j'avais apprises. Ouais. Oui, c'était important. Alors, le slogan de ton école, c'est... alors, l'école s'appelle « Écoute ton corps », je le disais en introduction. Et en baseline, il y a « Être bien, ça s'apprend ». Est-ce que ça veut dire que si on est bien formé, on a quand même plus de clés pour être mieux dans notre vie? Ou finalement, chez certaines personnes, il y a quelque chose qui peut être spontané, on peut être bien naturellement? Oui,
être bien, ça le dit bien, c'est être, hein, c'est au niveau de l'être, ça veut dire dans notre je suis, est-ce que je suis heureuse, je suis calme, je suis satisfaite de ma vie. C'est pas être bien, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, hein. Et puis, alors c'est pour ça que pour moi, être bien, ça ne peut se manifester que par l'amour véritable. C'est s'aimer, s'accepter tel qu'on est. C'est pas aimer les autres, parce que on fait avec les autres ce qu'on fait avec soi-même. Donc, si je m'aime, je vais avoir de la facilité à aimer les autres tels qu'ils sont, c'est-à-dire les accepter, arrêter de vouloir les changer, puis arrêter de les juger. Mais ça commence par soi. Et c'est pour ça que c'est pas évident, parce que on fait tellement de déni, là, de déni va avec la blessure de rejet. Puis la grande majorité on a tous la blessure de rejet, mais à des différents degrés. Et alors, plus la blessure est importante et plus on veut pas se voir. On fait du déni. Le déni appartient à la blessure de rejet. Fait qu'on se voit pas. Donc, si on se voit pas, comment on peut s'améliorer? Fait que c'est pour ça que dans mon enseignement, et comme dans le livre aussi, là, tous les exercices que je fais faire, que ce soit dans mes livres, dans les ateliers, c'est toujours avec des questions pour que les gens apprennent à se questionner, à aller voir en dedans des choses. Puis, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de se regarder, parce que notre ego est tellement puissant que il est toujours en train d'interférer. Non, 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 c'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis, tu sais, il veut pas qu'on se découvre, parce que là, il y aurait plus de pouvoir sur nous si on commence à s'aimer. Plus on s'aime, plus l'ego diminue, hein. Alors justement, quelle était ton intention avec ce nouveau livre, Une année de prise de conscience, avec ces 365 exercices? C'est vrai que ça fait beaucoup, 365. Et d'ailleurs, tu dis à la fin de ton ouvrage qu'on peut le refaire plusieurs fois, plusieurs années consécutives. Ça peut être vraiment intéressant d'expérimenter aussi le cheminement. Est-ce que, alors peut-être pour nous expliquer aussi l'intention, tu nous expliqueras, si ça te va, de nous expliquer pour toi ce qu'est être conscient, ce que ça veut dire. Ben, c'est justement pour éveiller la conscience là, que j'ai écrit ce livre-là. Et en plus, aider les gens à devenir conscients de leur capacité de s'engager envers eux-mêmes, puis de se créer une sorte de discipline, puis de dire « je suis assez important ou importante pour prendre 5, 10, 15 minutes par jour pour moi, juste pour m'intérioriser, me poser des questions ». Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, que moi je suggère de faire le matin. Moi, je sais que aussitôt que j'ai fini de l'écrire, mon livre a été imprimé, j'ai commencé tout de suite à le faire, comme si j'étais une cliente. Et à tous les matins, en prenant mon café, c'était ce que je faisais, de répondre aux questions. Puis c'est pas long, hein, c'est quelques minutes, mais là, le fait de le faire à tous les jours, c'est très puissant, parce que ça s'accumule, hein. Puis on se dit, oh mon Dieu, j'aurais jamais pensé à ça, j'avais pas eu cette question-là. Donc Oui. c'est ça, parce que les gens savent pas quelles questions se poser. Alors moi, comme je suis Madame Question, j'ai toujours été la spécialiste dans les questions. Même avant Écoute ton corps, j'étais toujours la personne en train de poser des questions à tout le monde. Puis des fois, il y a des gens qui me regardaient et me disaient, mon Dieu, mais c'est pas impoli de poser des questions à ça. Mais l'autre n'est pas obligé de me répondre. Ça veut pas répondre, c'est correct. Et puis, alors, c'est un talent inné que j'ai de poser des questions. Puis, alors, maintenant, j'en fais profiter les personnes, tout le monde qui veulent devenir plus conscient, parce que on est à peine conscient de 10% de ce qui se passe en dedans de nous, donc on a encore beaucoup de travail à faire, hein. Oui. Alors justement, moi aussi, je suis Madame Question. D'ailleurs, j'en ai fait mon métier de poser des questions aux gens. Et dans ton livre, c'est intéressant parce que tu alternes les exercices d'introspection et ceux où tu questionnes. Il s'agit d'obtenir une réponse chez l'autre et voir comment on se sent au regard de la réponse reçue. Mm-hmm. Est-ce que c'est important pour toi de consulter notre entourage ou voilà, de toute façon, l'autre est toujours notre miroir, hein. Ça, c'est quelque chose que tu expliques énormément dans tes ouvrages. Ah oui, parce que
pour avoir des bonnes relations, faut être capable de se parler de n'importe quoi. Faut être capable d'oser être intime. Tu sais, on devrait pas avoir peur de poser une question à quelqu'un d'autre, de dire, ben, dis-moi, comment tu me vois dans telle circonstance? Est-ce que tu trouves ça acceptable ou est-ce que ça te dérange? Tu sais, on devrait être capable, tout le monde, avec tous nos proches, de poser des questions aux autres pour se connaître davantage. Oui. Alors justement, dans ces 365 exercices, est-ce que tu as envie de nous en partager un ou deux? Et moi, je pense peut-être aussi, tu dis que, par exemple, l'approche du miroir, pour toi, c'est un des moyens les plus rapides et extraordinaires que tu as découvert pour devenir conscient de qui je suis. Alors, j'aimerais bien peut-être que tu nous le repartages, si ça te va. Le miroir, c'est vrai, pour moi, c'est dans tous les outils que j'ai créés depuis le début d'Écoute ton corps, c'est le miroir qui est le plus important, qui est mon préféré, que sans cesse, je l'utilise. La moindre petite chose qui arrive avec quelqu'un, comme là, j'arrive d'une vacance, je vais faire une croisière, là, puis là, je me vois en train de juger une personne. Tu sais, je dis, ça n'a pas de sens, ça, s'habiller comme ça. Bon. Et puis, là, après ça, je dis, là, tout, je fais de mon miroir. Et puis, alors, c'est toujours se demander, tu sais, ce que je juge les autres, c'est moi, si je faisais ça, je me jugerais de ça, je me jugerais d'être ça. Fait que ça nous aide à découvrir toutes les croyances que notre ego entretient. Ça a pas de bon sens. Il y en a des milliers. Ça fait 65 ans que je fais du développement personnel. Et je continue à découvrir des nouvelles choses tout le temps sur moi. Fait que c'est vraiment un travail à longue haleine parce qu'il faut y aller un petit peu à la fois tout le temps parce qu'autrement, ça serait décourageant. Alors cet exercice du miroir, il consiste en quoi du coup? Se regarder comme ça sans se juger? Oui, ben c'est ça. Alors si je juge une personne d'être stupide ou d'être bon, je sais pas moi, voyons, j'essaie de penser à mon exemple. Là, je disais, mon Dieu, elle se voit pas, là, comment quand ça se met. Alors, d'être aveugle ou de pas se voir dans elle-même, ben moi, ça veut dire que pour moi, j'accepterais pas d'être comme ça. Si tout à coup, je fais quelque chose, bon, j'aimais mieux, par exemple, l'exemple de si quelqu'un me reprend, là, puis moi, je vis de la colère parce qu'elle vient de me dire quelque chose que j'aime pas, et puis je la trouve injuste. Mais ça veut dire que moi, à chaque fois que je suis injuste, je ne m'aime pas. Je vais m'accuser, là, je vais me taper sur la tête, j'aurais dû plutôt faire autre chose. Et très, très souvent, on se rend même pas compte qu'on est aussi injuste qu'on juge les autres. Et c'est ça, surtout, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie, de dire, est-ce que ça m'arrive, moi aussi, dans quelles circonstances que je suis injuste? Qu'une autre personne pourrait me juger d'être injuste. Puis là, j'en ai trouvé plein d'exemples quand j'ai commencé à me poser cette question-là, parce que pour moi, la justice, c'était très important, comme j'ai une blessure d'injustice. Et puis, alors, c'est tellement fascinant, là. J'ai tellement vu de réconciliation de famille, des milliers de réconciliations juste avec cet exercice du miroir. Mais il n'est pas facile parce que sur le coup, notre première réaction souvent, c'est de dire non, moi je suis jamais comme ça. Non, elle est bien plus injuste que moi. Moi, si on les trouve très injustes, c'est parce que nous autres aussi, ça nous arrive d'être très injustes aux yeux des autres. Mais nous, on a toujours des bonnes raisons pour le faire. Ben, ça veut dire que l'autre aussi, ça a été injuste envers moi. Si moi, je l'ai trouvé injuste, elle ne voulait pas nécessairement me faire du mal. Elle avait une bonne raison pour le faire. Fait que c'est comme ça qu'on finit par avoir de la compassion, puis d'accepter l'autre, tu sais, dire, ben, OK, ça m'a pas aidé, mais ça veut pas dire qu'elle m'aime pas, ça veut pas dire qu'elle veut me faire du mal. Intéressant. Avant que tu donnes peut-être un autre exemple d'exercice, toi, peut-être que tu as fait récemment et qui t'a à nouveau parlé pour toi-même, je parlais en introduction et toi, ça fait partie de la conclusion justement de ce cahier,
de ton carnet pratique, tu parles de devenir maître de sa vie. Et j'aimerais bien que tu nous définisses ce que c'est que cette notion d'être maître de sa vie, parce que toi qui parles aussi beaucoup de Dieu et du divin, on dit par ailleurs que s'abandonner au divin, c'est aussi laisser couler le divin en toi, alors que là, on pourrait avoir le sentiment que devenir maître de sa vie, c'est vouloir en fait ne pas s'abandonner, mais diriger les choses et contrôler. Or, je sais que c'est pas ça que tu veux dire. Non, non, contrôler puis être maître, c'est tout à fait différent. Être maître, c'est on prend des décisions en fonction de nos besoins. Que ça soit acceptable ou non par les autres, c'est moi qui décide de ma vie. Je suis maître de ma vie. Et si je le fais en tant que maître, puis que les autres autant autour de moi me disent, ben pourquoi tu fais ça? Tu devrais pas faire ça. Là, je m'aperçois que c'était pas nécessairement selon mon vrai besoin, parce que si quelqu'un me critique, ou me juge dans ce que je suis en train de faire, c'est parce qu'à quelque part, moi, j'ai peur d'être jugée. Donc, je suis pas dans ma certitude, là. Quand on est maître, on est dans notre certitude, on se sent pas coupable, ça coule bien en dedans. Hein, on le fait par amour pour soi. Et puis, je peux te garantir que quand c'est vraiment placé en dedans de nous, toutes les autres personnes autour de nous, ils nous acceptent comme on est. Ils nous disent, ben oui, t'es correct, c'est pas grave. Tu sais, il y a pas de jugement de la part des autres. C'est juste comme ça qu'on peut le savoir, parce que c'est difficile. Tu sais, dans l'évolution, où est-ce qu'on est dans l'évolution, c'est difficile de le savoir. Est-ce que c'est vraiment ça vient de mon Dieu intérieur, de mon maître, de mon grand besoin, de mon besoin d'être dans cette vie, ou bien si il y a encore de la peur, tu sais. C'est pas évident d'être sûr de nous autres. Fait que moi, je me fie toujours à la réaction des autres. Quand je vois que les autres donnent le doigt, ils disent, ben non, c'est pas grave. Tu sais, même si je dis que je fais quelque chose avec lequel ils sont pas d'accord, ah ben ça c'est Lise, Lise est comme ça, tu vois. Puis fait que c'est intéressant de toujours Sophie, c'est pas pour rien qu'on doit vivre en société, parce que si j'allais vivre toute seule dans la forêt, là, avec les petits lapins puis les petits animaux, j'apprendrais pas grand-chose, hein. Mm. C'est vrai que dans ton livre Écoute ton corps encore, il y a 3 parties avec l'avoir, le faire et l'être. Et là, puisque tu parles aussi de nos croyances et de nos conditionnements, c'est vraiment dans ton premier chapitre sur l'avoir. Tu parles et tu commences tout de suite par les croyances et les liens de nos croyances et nos conditionnements avec nos peurs, mais aussi le désir. Alors, j'avais envie peut-être que tu nous parles, peut-être à travers un exercice qu'il y a aussi dans ton dernier livre, de comment est-ce qu'on peut aller débusquer nos croyances. Et puis, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un chemin de toute une vie, on n'en finit jamais de découvrir des choses, hein. Donc l'idée, c'est pas de se dire je vais m'en débarrasser pour toujours, mais en tout cas, comment est-ce qu'on peut être plus en conscience par rapport à ça? Ben, pour connaître nos croyances, c'est tout de suite, aussitôt qu'on dit, ben non, ça se fait pas. Ben là, ça veut dire que moi, je crois que telle chose, ça se fait pas. Que c'est bien ou c'est mal. Fait que les croyances de l'ego, c'est toujours basé sur le bien et le mal. Correct, pas correct, tu sais. Ben, on peut avoir une croyance comme, moi, je crois que c'est une bonne idée de me brosser les dents tous les jours. Ben, c'est une croyance. C'est pas bien ou mal. Ça serait mal, ça serait une croyance de l'ego si je critiquerais la personne qui se brosse pas les dents. Tandis que quand c'est juste une croyance qui est bonne pour nous, ça veut dire que si on apprend, comme moi, si j'apprenais quelque chose d'autre qui est encore mieux que se brosser les dents, ben je passerais à autre chose. Alors, ça veut dire qu'on est prêt à accepter de passer à autre chose. Alors, pour ça, on sait que c'est une croyance qui est bénéfique pour nous. Mais la grande majorité de nos croyances viennent de notre ego. Il y a toujours du bien ou du mal derrière ça. Et fait que c'est juste de voir, à chaque fois qu'on se critique ou qu'on critique quelqu'un d'autre, c'est comme ça qu'on découvre toutes nos croyances. Puis moi, j'insiste tout le temps d'aller plus loin,
de travailler au niveau de l'être tout le temps. Parce que si je crois que c'est mal de faire telle affaire, ben quand je fais ça, je me juge d'être quoi. Fait que ça, là, c'est encore beaucoup plus profond au niveau de notre être. Ça veut dire qu'on fait un travail en profondeur. C'est vrai que par rapport à ces croyances, souvent dans l'auto-jugement ou dans l'autocritique qu'on a de soi-même, on n'a même peut-être même pas forcément conscience de ce petit vélo d'auto-jugement qui tourne à l'intérieur d'une nous. Donc c'est peut-être déjà une première étape. Et comme tu le dis bien, de prendre conscience du genre de résultat que nous apporte notre croyance. J'aime bien quand tu dis ça, parce qu'effectivement, comme tu viens d'expliquer, si elle est bonne, si le résultat ne me met pas en souffrance, c'est que c'est OK, en fait, quelque part. Mm-hmm. Oui, parce qu'il y a tellement de croyances qui nous mettent toujours mal à l'aise. On n'est pas bien. On n'est pas bien quand nous autres, on est là-dedans ou quand on voit quelqu'un d'autre aller avec cette croyance-là. Donc, pourquoi la garder? C'est pas intelligent, tu sais. Mais dans le fond, il faut la découvrir. On ne sait même pas qu'on croit à ces choses-là. C'est ça qui est le pire, c'est qu'on n'en est pas conscient. Donc, à force de faire des exercices, je vous assure que faire l'exercice dans le livre de l'année, là, pendant un petit peu à tous les jours, là, c'est un travail accéléré. Les gens vont grandir, vont faire un travail comme ça qui pourrait prendre 2, 3, 4 ans à faire autrement si on prend pas la peine de s'arrêter puis de faire ça d'une façon régulière. C'est pour ça d'ailleurs que tu insistes sur le faire et sur l'engagement en disant que finalement, si on ne se met pas dans une conscience de la mise en pratique et de s'engager dans quelque chose, on peut attendre que ça nous tombe dessus toute une vie, quoi. Oui, ben s'engager, c'est quand on s'engage dans quelque chose, c'est parce qu'on pense que c'est bien pour nous. Mais par contre, il faut savoir qu'on a le droit de se désengager. Tu sais, il y a des gens aussi qui sont tellement rigides qui pensent que s'ils disent OK, maman, maintenant que tu es rendue plus vieille, là, je vais aller te voir tous les dimanches, je vais aller te voir. Tu sais, c'est bien beau s'engager à une chose comme ça, mais à un moment donné, on peut s'apercevoir que je me suis trop engagée. J'ai pas, tu sais, je vais au-delà de mes limites. Alors, on doit apprendre aussi à se désengager, la même chose qu'apprendre à s'engager. Fait que quand on se souvient que je peux m'engager, mais j'ai le droit de me désengager, mais il y a toujours des conséquences. Peut-être que l'autre n'aimera pas ça, mais par contre, quand je me désengage, c'est parce que je pense à mon besoin à moi. C'est ce que tu appelles aussi, je crois, être, je vais le dire avec mes mots à moi, c'est pas comme ça que tu le formules, mais être un peu égoïste de manière divine. Oui, ouais, c'est ça. Moi, les gens peuvent penser que c'est égoïste de tu sais, s'aimer puis penser à soi en premier. Oui, mais ça, tu deviens égoïste. Ça, je l'ai entendu des milliers de fois depuis 40 ans. Mais les gens ont une mauvaise définition du mot égoïste. Malheureusement, là, on est obligé de le répéter. Je le répète dans tous mes livres, je le répète dans tous les ateliers, qu'être égoïste, c'est de vouloir que l'autre réponde à mon besoin avant le mien. Ça n'a rien à voir avec si moi je veux répondre à mon besoin avant celui de l'autre, c'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de moi-même. C'est toujours vouloir que l'autre, t'es qu'un égoïste, là, tu veux pas faire ça, tu sais, pour moi. Non, c'est ça l'égoïsme. Tu sais, les gens pensent que si moi c'était la raison de mon divorce, pas pour le premier, je n'ai eu juste ça, un divorce avec mon mari parce que pour moi, s'il faisait plein de choses pour moi, c'était une preuve d'amour. Puis je l'ai traité d'égoïste souvent parce qu'il disait non, je sais que je te le dis que je ferais ça, mais là aujourd'hui, je peux pas, là, ça me tente pas aujourd'hui. C'est ça, tu penses toujours rien qu'à toi, tu sais. Et alors, dans le fond, c'était moi qui étais égoïste parce que je voulais que lui réponde à mon besoin avant de répondre au sien. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, tu le lis dans Écoute ton corps encore, tu les lis, cet exemple de ton mari, aussi aux attentes, que souvent, en fait, on n'est pas clair sur nos attentes. Nous, on pense avoir une lecture de la carte, on est vraiment des filtres à réalité. Et donc, tu expliques bien que toi, tu avais certaines attentes quand tu t'es mariée, notamment par rapport aux enfants,
Et tu t'es aperçu au fur et à mesure du couple que ces attentes non verbales que toi tu avais dans ta tête et dans ton corps et dans tes émotions n'étaient pas communiquées C'est à la ça. personne en face, en fait. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ça a fini par un divorce. Puis j'ai été 8 ans entre les deux conjoints. C'est pendant ces 8 ans-là que j'ai tout compris. Là. Ça me venait sans arrêt, là, les lumières. Je comprenais à quel point j'avais été moi-même égoïste et puis à quel point j'étais dans mes croyances et puis j'étais pas dans l'amour. Puis là, toutes ces choses-là me sont devenues très, très claires. Et puis c'est suite à ça que j'ai commencé à écouter ton corps. Donc ça, c'est important par rapport aux attentes qu'on peut avoir par rapport à d'autres, de pouvoir verbaliser à travers la communication. Ça paraît toujours un peu simpliste de le redire, mais finalement, c'est très important. Oui. Alors, dans les exercices de ton carnet, j'avais dit tout à l'heure, est-ce qu'il y en a un ou deux peut-être que toi tu aurais fait récemment ou qui t'a parlé, que tu aurais envie de nous partager particulièrement? Ben, je peux aller dans mon livre là, que j'ai fait il y a plusieurs années. Là. Aujourd'hui, je réfléchis sur le bien fondé de faire des efforts ou non dans ma vie. Est-ce que je crois qu'il est nécessaire de fournir des efforts pour atteindre mes buts? Suis-je le genre de personne à faire beaucoup d'efforts? Alors moi, j'ai répondu dans le temps, oui, je crois que je dois faire des efforts, surtout quand je veux me dépasser et quand je dois faire la partie que j'aimais moins. Alors voilà, c'est ça qui m'est venu. Alors là, je suis devenue consciente que je fais des efforts. Mais après ça continue après. Tu sais, est-ce que ces efforts-là, c'est bon pour moi ou non? C'est juste pour éveiller la conscience. C'est pas nécessairement pour trouver tout de suite et commencer à faire tous les grands décodages. Alors, vous voyez comment c'est pas long quand même de faire le travail. Mais il y a l'accumulation à force de tous les jours de faire un petit bout avec des réponses. Tout à coup, il y a des choses qui se mettent ensemble, qui se placent avec une autre réponse. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé de le faire. Puis pourtant, tu sais, ça faisait déjà de nombreuses années que je faisais du travail sur moi. Quand j'ai expérimenté répondre à toutes ces questions-là, et j'ai été très, très heureuse du résultat. C'est vrai que on parlait de devenir maître de sa vie tout à l'heure, tu parles aussi beaucoup, et c'est corrélé, de liberté intérieure. Et même si on entend tous que la liberté est en soi, souvent, on ne sait pas comment l'atteindre. Pour se libérer, quelles seraient pour toi quand même les voies clés pour aller dans cette direction de la libération, d'une forme de libération intérieure? Même si on sait qu'on a nos masques et nos voix intérieures, nos blessures qui sont toujours vivantes et qui peuvent, à certains moments, continuer à se réactiver, même si parfois on a l'impression qu'elles sont derrière nous. Ben, la libération se fait un petit peu à la fois. C'est vrai qu'il y a des fois qu'on fait des grosses prises de conscience et puis là, on le sent partout dans le corps. Oh mon Dieu, je suis contente d'avoir découvert telle chose. Tu sais, il y a une plus grande libération, mais en général, ça se fait petit peu par petit peu par petit peu. Puis c'est qu'à force, c'est avec les années qu'on se dit, allez, j'en ai fait du chemin depuis tant d'années. Là, mon Dieu, auparavant, là, telle situation, là, ça m'aurait mis à terre. Là, j'aurais pas été capable d'y faire face. Puis aujourd'hui, tu vois, ça passe comme facilement. Et c'est ça qui est le bonheur. Moi, je peux le dire maintenant. Je suis rendue à 82 ans, puis j'ai tellement d'agréments à vivre. Je suis en pleine forme. J'ai encore plein de projets. Là, c'est là que je vois la récompense de toutes ces années de conscientisation, puis un petit peu à la fois. Puis c'est moi qui récolte, je récolte. Je peux pas faire autrement que me regarder à côté des gens autour de moi, que ce soit ma famille ou mes amis qui sont même plus jeunes que moi. Puis là, je vois c'est quoi ma récolte. Là, je suis super heureuse d'avoir fait ce travail-là, puis d'avoir pris le temps de m'occuper de moi depuis tout ce temps-là. Mais c'est vrai qu'on sent, tu viens de le dire, 82 ans, tu maintiens ton niveau d'énergie, t'en es vraiment l'exemple vivant.
On sent que tu es vraiment quelqu'un d'enthousiaste. Alors certains pourraient dire, ah oui, mais de toute façon, Lise Bourbeau, elle était déjà comme ça. Mais toi, tu le dis, tu as conservé aussi ton potentiel énergétique et tu as Oui. choisi aussi la responsabilité plutôt que la culpabilité. C'est vraiment un choix que tu as fait à un moment. Ah, bien sûr, parce que la culpabilité, ça nous mange. Ça nous mange de l'intérieur. C'est tellement, c'est, c'est sans arrêt. Et quand on se sent coupable, hein, on le sait tous, là, la petite voix de notre ego, là, on essaie de dormir, là, puis ça dit, mais pourquoi t'as fait ça, t'aurais pas dû, puis il va falloir que tu t'excuses, puis qu'est-ce que tu vas faire avec ça, puis ça arrête pas, puis on a beau essayer de dormir, ça recommence, on répète les mêmes choses 3, 4 fois. Les gens sont vraiment, tu sais, comme moi, je regarde souvent, surtout, là, j'arrive, comme je vous dis, d'une croisière où il y avait beaucoup de personnes d'un certain âge, là. Et puis, je les voyais dans leur visage, là, leur visage crispé, tu sais, de gens qui ont peur, qui se sentent coupables sans arrêt. On le voit beaucoup plus dans le visage des gens à mesure qu'ils prennent de l'âge, hein, parce que ça s'accumule, toutes ces culpabilités-là. Et c'est jamais acceptable, tellement que c'est pas bon pour nous de se sentir coupable. C'est pour se donner le droit d'être humain, c'est notre seule raison d'être à tous les humains. Notre raison d'être, c'est apprendre à se donner le droit d'être des humains. Puis, c'est sûr que chaque personne a son plan de vie différent. Quel sera son plan de vie pour vivre ces expériences-là, pour apprendre ça, pour apprendre à se donner le droit. Mais on est venu juste pour ça. L'âme doit revenir sans arrêt sur la planète Terre tant et aussi longtemps qu'on n'a pas appris à se donner le droit d'être des humains avec des forces, des faiblesses, des qualités, des défauts, on est des humains. Ben oui, c'est vrai que je me suis trompée. Ben oui, j'ai oublié telle affaire. C'est pas ma préférence, mais aujourd'hui, c'était comme ça. Je suis prête à assumer les conséquences. Toujours dire, c'est moi qui assume les conséquences, donc j'ai pas besoin de m'en faire. Je vais peut-être me faire taper les doigts si je fais une erreur, mais je suis prête à assumer les conséquences. C'est juste ça s'accepter. En réalité, c'est tout simple. Hein. Toutes les lois spirituelles là, sont d'une grande simplicité. Mais c'est nous qui les compliquons avec tout notre mental, à vouloir comprendre, puis ben oui, mais ça se peut pas, puis les autres, ils comprendront pas, puis tu sais, c'est notre ego. Hein. Notre ego nous dirige à 90% du temps. C'est incroyable comment les gens parlent avec leurs croyances. Comment est-ce que notre corps, justement, puisque toi tu en as fait un allié, notre meilleur ami, qui est ce véhicule avec lequel on voyage pendant toute notre vie, peut en fait nous délivrer des messages essentiels dans cette expérience, et notamment dans ton livre « Écoute ton corps encore », tu nous reparles de ce corps qu'on veut tellement mettre à notre service, presque comme un outil pour l'asservir, au lieu finalement de faire, je dirais, corps avec lui, de danser finalement avec lui d'une certaine manière. Là, tu parles du corps physique. Je parle du corps là, physique, toi, oui. c'est ça? Oui, parce que le corps physique, il subit sans cesse ce qui se passe au-delà. Le corps physique n'est qu'un reflet de ce qui se passe au plan émotionnel et mental. Donc, c'est pour ça que en faisant un travail sur soi dans nos croyances mentales, dans nos culpabilités, tout ça, puis nos émotions, ben automatiquement, on aide notre corps physique. Donc, c'est pour ça que le corps est toujours c'est intéressant de voir à quel point il peut nous aider aussi de toute façon, de toutes sortes de façons, comme avec les malaises et maladies. Si j'ai mal à quelque part, j'ai mal à la tête, ben c'est mon corps physique qui est là pour me donner une indication que là, ça fait trop longtemps que je me tape sur la tête. C'est quand on a une attitude qui est pas bonne pour nous, automatiquement, ça fait souffrir le corps physique.
Dans ton cahier d'exercice, autant que dans ton livre Écoute ton corps encore, dans ton carnet, il y a vraiment cette invitation aussi à vraiment jouir de l'instant présent, d'être en présence et notamment d'être en présence dans l'apprentissage du sentir et du ressentir, qui fait vraiment Mhm. défaut finalement à notre société où on est toujours dans le coup d'avant ou dans le coup d'après, mais rarement finalement là. Oui, l'importance de sentir, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que nous n'avons pas appris, dans notre enfance parce que sont rares les parents, maintenant peut-être plus là, que les nouveaux parents, mais qui nous demandaient comment on se sentait, hein. Ils nous disaient quoi faire, quoi ne pas faire, quoi dire, quoi ne pas dire, mais ils nous demandaient jamais: «Comment tu te sens?» Tu sais? «Comment tu te sens en tant que petite fille?» Ou «Comment tu te sens à l'idée de devenir une plus tard, une maman?» Tu sais, n'importe quoi, c'est jamais on nous parlait de ça, ni à l'école, hein. Donc c'est pour ça que apprendre à sentir, c'est tout un apprentissage, hein. Faut pas faut prendre le temps de dire: «Bon, OK, je respire là, comment je me sens avec ce que je viens de faire? Comment je me sens avec ce que l'autre vient de faire?» Puis alors ça nous amène, ça nous aide à découvrir ce qu'on a besoin. Puis alors si je me sens mal, c'est parce que je sais que c'est l'ego. Automatiquement, je sais que c'est mon ego qui a pris le dessus. Tant- Fait que ça, c'est une bonne indication. Ça nous aide à nous diriger vers la croyance qui est pas bonne pour nous. Mm. Alors pourquoi l'ego d'ailleurs il est là, puisque finalement il nous dirige, mais on cherche quand même à essayer de le conscientiser pour qu'il arrête de nous diriger comme ça tout le temps. Comment est-ce que tu le définirais toi et à quoi il sert? Ben, l'ego, moi, je le décris comme une excroissance du corps Hmm. mental. Tu sais, c'est comme si j'avais une excroissance, euh, une grosse verrue sur ma main, par exemple. Ben, cette grosse verrue-là, c'est une excroissance dans mon corps physique. Puis dans la verrue, là, on a créé des petits vaisseaux sanguins et c'est fait avec de la chair et tout. Là, c'est vraiment nous qui avons créé ça dans notre corps. Donc, c'est la même chose avec le mental. C'est une excroissance du corps mental qui n'est pas nécessaire, puis qui n'est pas bonne pour nous, qui n'est pas utile pour nous. Alors, c'est comme au fil des années, l'humain, depuis des millions d'années qui existe, a commencé à avoir à mesure que le corps mental se développait, puis des mémoires de choses, les choses qu'on apprend, et on commençait à décider que ça, c'était la vérité. Tu sais, on fait pas ça, ça c'est mal, puis ça c'est bien. Alors c'est peu à peu, ça s'est accumulé, puis là c'est rendu que maintenant c'est ça qui dirige la planète Terre, l'ego. Et alors on est rendu, c'est pour ça qu'avec l'ère du Verseau, c'est une époque qui a commencé depuis début des années 2000, qui maintenant est là pour nous envoyer toute l'énergie nécessaire, les humains, pour retourner à la source. Puis c'est pour ça qu'il y a tant de... Puis je suis pas la seule école à parler de ça. Là, il y a des livres, des écoles pour aider l'humain. Parce que je regarde juste maman. Moi, elle n'a jamais eu la chance de lire un livre comme ça ou de le faire un atelier qui l'aiderait à devenir consciente. Alors maintenant, on a beaucoup d'aide pour retourner à la source puis utiliser notre corps mental. Notre corps mental est là pour nous aider à mémoriser, à penser, à organiser. Il n'est pas là pour diriger notre vie. C'est nous, dans notre essence, qui devons diriger notre vie, où on est au-delà du corps mental. Mais maintenant, c'est le mental puis l'émotionnel, parce que c'est sûr que l'ego lui dit c'est mal, fait qu'il nous fait sentir mal quand on se sent coupable ou qu'on a peur, on se sent pas bien. Est-ce que l'ego, il faut chercher à l'accueillir, peut-être parfois à le rassurer, à l'alchimiser d'une certaine manière en soi, plutôt qu'à l'éradiquer, où on retombe dans une forme de dualité en essayant de le repousser de soi? Oui. Ouais, il faut absolument accepter que c'est nous qui avons laissé notre ego prendre autant d'ampleur. C'est nous au fil de plusieurs vies, qu'entendons-nous, hein. Et alors, on peut pas lui en vouloir parce que l'ego ne peut pas savoir
qui est pas bon pour nous. C'est juste de la mémoire, c'est juste mental. Donc, l'ego est dans sa certitude, il est convaincu que ce qu'il croit est la vérité. Tout ce qu'il dit qui est bien puis mal, il est convaincu de dire la vérité, donc il peut pas savoir. Puis il est convaincu de nous aider. Fait que c'est pour ça que toutes mes méthodes que j'ai, moi, pour travailler avec l'ego, c'est toujours de se réconcilier avec l'ego. Puis juste dire la petite voix là, qui essaye de nous faire sentir coupables. Bon, OK, parce que même donner un nom à notre ego, et puis moi, le bien, mon ego, il s'appelle Mouchette. OK, Mouchette, je sais que tu veux m'aider. Là, tu es en train d'essayer de me convaincre que c'est pas bien ce que j'ai fait. Là, je sais que tu veux m'aider. Mais moi, là, je veux faire autre chose. C'est ça qui me ferait vraiment plaisir. Et puis, inquiète-toi pas, je souffrirai pas. Puis, puis si jamais il arrive quelque chose qui arrive, ce que tu penses qu'il va arriver, inquiète pas, je suis capable de faire face aux conséquences. Fait que tu peux aller te reposer, là, puis moi, je vais faire face aux conséquences de ce que je veux. Puis, fait que toujours, c'est ça, c'est ce qu'on fait. On donne de l'amour à notre ego. On accepte que l'ego est convaincu de vouloir nous aider alors qu'il nous aide. C'est un peu comme, tu sais, la maman là, qui dit sans cesse à son enfant, fais pas ci, fais pas ça, non, là, ça c'est pas bien, non, tu vas te faire mal là, si tu fais ça. Elle est convaincue d'aider son enfant, là. Elle veut pas y faire du mal, mais elle est en train d'inculquer plein de peur à son enfant. Mais elle pense pas à ça, la maman. C'est la même chose avec l'ego. C'est une belle métaphore. L'ego, est-ce que c'est aussi la somme de nos blessures et de nos conditionnements, de nos croyances? Est-ce que c'est un magma de tout ça? Ben, les blessures, c'est des différentes manifestations de l'ego. Tu sais, quand on dit, bon, le rejet, l'injustice, je vis de l'injustice, mais c'est mon ego qui a pris le dessus, mais ça sort sous forme d'injustice. C'est 5 façons différentes que l'ego se manifeste. Est-ce que nous sommes forcément des êtres blessés, ou toi tu as rencontré des personnes qui n'avaient aucune des 5 blessures? Tu disais que tout le monde avait plus ou moins d'ailleurs la blessure du rejet tout à l'heure. Oui, ben on a tous au moins 4 sur les 5 blessures. Ça, c'est selon mes observations, là. La seule blessure qu'on voit pas chez les gens, c'est la blessure d'humiliation et qu'on voit pas chez toute personne, parce que la blessure d'humiliation, elle est particulière, c'est selon le plan de vie de la personne, parce que c'est plus relié à sa relation à Dieu, à l'être suprême. Tandis que les autres, c'est plus relié le bien, le mal, puis tout ça. Bon. Et puis, donc, on a tous les 4 blessures, mais à des différents degrés. Selon nos plans de vie, ben on a au moins 1 ou 2 blessures qui sont peut-être plus importantes, donc qui vont plus nous affecter. Ça veut dire que l'ego nous affecte de façon différente, chaque personne. Un autre point qui est important aussi dans ton carnet, dans tes livres, c'est la créativité. Et tu lis en fait cette notion-là d'être créatif et de nourrir la créativité dans la vie au plan divin, en fait, à la divinité aussi qui est en nous. Oui, mais quand on crée, ça veut dire qu'on fait quelque chose qui vient de nous, hein, juste de nous. C'est pas quelque chose qu'on a appris ailleurs. Fait qu'on sait que ça vient pas de notre corps mental. On sait que ça vient de au-delà du mental. Tout ce qui vient de au-delà du mental, ça veut dire que ça vient de notre énergie divine. C'est une énergie, l'énergie divine, ça existe partout. Là. Tout ce qui vit pourrait être Dieu, le petit papillon, le légume, tout ce qui est créé, c'est des manifestations différentes. La seule différence avec nous, c'est que les humains, on est la forme la plus évoluée sur la planète Terre de la manifestation divine. Autre enseignement qui est aussi présent chez toi, c'est apprendre à vivre dans nos vies la séparation, que ce soit à travers une séparation d'un conjoint, mais aussi peut-être avec ses enfants quand ils partent, tout type de séparation, parce que finalement, ça nous apprend que nous sommes des êtres cycliques, et ça nous prépare peut-être à une forme de séparation finale, qui est la séparation avec notre corps, à un moment donné, quand la mort vient. Ouais, ben c'est le détachement, hein, se séparer au lieu d'être des personnes dépendantes, les personnes qui ont de la difficulté
à la séparation, c'est parce qu'ils sont trop dépendants des autres personnes autour d'eux pour leur bonheur. Tu sais, c'est comme, des fois, je rencontre des parents qui ont perdu un enfant, puis comme une dame qui me dit, monsieur, un couple, ils sont venus me voir un soir à une conférence, puis ils me disent, nous, notre fils de 15 ans s'est suicidé, puis on s'est jamais pardonné de ça parce qu'il avait laissé une note en disant, j'ai décidé de partir parce que je me suis jamais sentie aimée de vous deux. Et puis, alors, puis là, ils se sentent pas. J'ai dit, ça fait combien de temps de ça? Ils ont dit 25 ans. J'ai dit, mon Dieu, les pauvres, ça fait 25 ans qu'ils souffrent parce qu'ils se croient encore coupables de ça. Vous voyez, puis là, j'ai dit, mais il a jamais dit que vous ne l'aviez pas aimé. C'est lui qui s'est pas senti aimé. C'est lui qui a de la difficulté à juste laisser rentrer l'amour en lui, tu sais. Fait que c'est juste un exemple, mais ça veut dire que ces personnes-là étaient complètement dépendants de ce que de leur fils pour se sentir des personnes importantes, de se sentir qu'ils ont fait ce qu'il y avait à faire. On doit absolument se détacher. Ça veut dire qu'on aime encore les voir, mais si on a une phase, moi j'ai vu mes enfants, mes adolescents, surtout mes deux fils, qu'ils pouvaient être un mois sans m'appeler, sans me donner une nouvelle. Des fois, il avait déménagé dans une autre ville, je savais même pas encore. Et puis, mais c'est ça, ils passaient une phase où est-ce qu'ils ont pas besoin de maman, là, tu sais, puis ils ont leur vie. Puis, alors c'est être capable d'être bien, même si les autres sont pas toujours là à nos côtés. Comment est-ce qu'on peut faire ça justement à travers un exercice ou des exercices? Là, c'est vrai que l'exemple du fils suicidé est absolument terrible, mais de manière plus légère dans notre vie tous les jours, on se sent continuellement dans le regard des autres, dans une dépendance, à travers aussi une forme de comparaison, d'approbation. Comment sortir de ça? Ben ça se fait graduellement. C'est encore une fois, si je suis dépendant des autres pour sentir de l'amour, c'est parce que je m'aime pas assez. Fait que, au fur et à mesure que les gens commencent à se donner le droit d'être ce qu'ils sont, de reprendre la maîtrise de leur vie, peu à peu, ça va se faire tout seul. Ils vont avoir beaucoup moins besoin des autres autour d'eux. Puis c'est drôle parce que moi, je me suis aperçue que au fil des années, plus j'étais OK, même si mes enfants, tout à coup, je les vois pas, ou ils m'appellent pas, ou tout à coup, ils viennent pas quand j'organise quelque chose. Puis c'était correct. J'ai dit, ben, coudonc, il a le droit, il n'est pas obligé de toujours vouloir la même chose que moi. Puis, au fur et à mesure que je m'habituais à ça, ben, ils ont commencé à être de plus en plus proches tout le temps avec moi. Tu sais, ça s'est fait tout seul, tu sais. Plus on accepte d'être bien seul, puis plus on a des gens autour de nous. On n'a même pas besoin d'en être dépendant, ça se fait tout seul. D'ailleurs, quand tu dis ça, ça fait penser à cette grande loi universelle de cause à effet aussi dont tu parles dans ce carnet de prise de conscience sur 365 jours, qui est vraiment d'une loi que tu qualifies d'immuable, hein, c'est-à-dire de réaliser que la récolte se fait toujours en fonction aussi de la semence, ce qui peut faire peur quand on entend comme ça. Ah ben ça c'est la justice divine, hein. Ça veut dire que je récolte toujours ce que je sème. Ça fait partie du miroir aussi. Tu vois, si moi je sème de la colère, ben je vais récolter de la colère des autres. Et puis ça là c'est une loi immuable qu'on voit partout dans la nature, ça fait partie d'une loi spirituelle sur la planète Terre. Hein, que je sème une carotte, mais je vais récolter une carotte. Je récolterai pas une patate. Donc, c'est la même chose dans tout ce qui vit. Ouais. Alors toi, tu dis qu'elle a plusieurs appellations, hein, l'effet boomerang, la récolte selon la semence, la loi du retour, évidemment qu'on connaît plus aussi sous le nom de karma, même si parfois il est mal employé. Oui, on parle toujours de la même chose. Ouais. On parle toujours de la même chose quand on dit ça, et on revient. Et d'ailleurs, c'est la conclusion de ton livre, hein, en dernière ligne de ce livre-là, Une année de prise de conscience. Tu dis,
puisse l'amour devenir ton guide pour le reste de tes jours. On sent vraiment que c'est ton message ultime, en fait, ce message de Ouais. l'amour. Ah oui, c'est vraiment, c'est ce qui est à la base de tout ce qui est fait à Écoute ton corps. Toujours arriver à s'aimer, c'est-à-dire, pas nécessairement dire: je t'aime», c'est pas ça, c'est dire: Je m'aime», c'est dire: «Je m'accepte tel que je suis avec mes failles, avec mes faiblesses, mes forces. Je vais utiliser beaucoup mes forces, puis je vais me donner le droit d'être faible dans certains domaines». Puis plus on se donne le droit, on dirait que plus ça finit par s'ajuster. Tu sais, on a l'impression que on n'a pas besoin d'être aussi fort à quelque part. Puis la faiblesse, en tout cas, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a quelque chose qui bouge au fur et à mesure. C'est parce qu'on les voit aussi, on les voit moins bien. Comme on les accepte, c'est comme si on les voit plus autant, c'est nos faiblesses. Se pardonner à soi-même aussi permet d'accéder à l'amour inconditionnel vis-à-vis de soi. Se pardonner, c'est ça, c'est s'accepter. Ouais. Je crois qu'on a fait un bon tour d'horizon. Est-ce que, en conclusion de cet ouvrage, Lise Bourbeau et puis de l'autre dont on a parlé également, est-ce que tu as envie de nous faire un dernier partage, peut-être de quelque chose d'essentiel dans ce cheminement ou dans ces exercices, ou alors peut-être ouvrir ton livre au hasard pour nous partager un dernier enseignement? Non, ce que je voudrais vous dire en terminant, c'est faites juste prendre la décision que chaque personne devrait prendre la décision. Je veux me prendre en main. Je veux être moi-même. Je veux être capable de m'aimer tel que je suis. Puis juste demander à l'univers, envoie-moi tout ce que j'ai besoin pour m'aider là-dedans. Puis moi, je vais faire ma part. Je vais faire un petit peu à tous les jours. Je vais faire tout ce que je peux, mais toujours on demande à notre Dieu intérieur tout le temps, tu sais, parce que des fois, il y en a qui sont trop occupés à demander plus d'argent, demander des choses plus du monde matériel, mais de pas oublier de demander, donne-moi des pistes. Puis souvent, c'est quelqu'un qui dit, hey, j'ai un livre, je pense que tu aimerais ça, je vais te le prêter. Des fois, c'est un livre qui vient vraiment nous aider. Demander toujours d'être aidé pour faire un travail constant sur soi. Un petit peu à la fois, faut pas non plus s'en demander trop parce que la vie, on en a des choses à apprendre. Hein, puis à la fin de chaque année, c'est bon de faire un bilan, de dire, c'est quoi qui est mieux dans ma vie là, maintenant, depuis cette année, là, selon moi, là, si je regarde mon année, j'aime bien ça, moi, faire des bilans à la fin de l'année, puis de voir que, telle chose s'améliore. Puis des fois, on s'en aperçoit pas tout de suite. Hein, des fois, c'est quand un incident arrive, on se dit, oh mon Dieu, tu vois, auparavant, là, ça aurait été une catastrophe. Puis aujourd'hui, je suis capable de bien le prendre. Alors, c'est là qu'on voit qu'on a fait du progrès. De se féliciter de ces progrès et puis aussi de voir les cadeaux qu'on reçoit dans la vie. Moi, ça fait des années que je me lève à tous les matins en disant j'ai hâte de voir les cadeaux que je vais recevoir aujourd'hui. C'est une bonne conclusion, ça, oui. Puis c'est des petites affaires, là. Des fois, je viens de quitter la maison pour aller à quelque part, puis tout à coup, juste avant de partir l'auto, il me vient j'avais oublié quelque chose d'important à la maison, qu'il aurait fallu que je revienne à la maison. Puis là, je dis merci à mon subconscient qui m'a fait rappeler ça. Ah, merci. Ah, mon deuxième cadeau aujourd'hui. Et puis, les gens me font un compliment ou quelqu'un m'annonce une bonne nouvelle. Je dis, t'es mon quatrième cadeau aujourd'hui. Puis je m'amuse à aller compter. Et puis, le soir, en me couchant, là, je fais mes remerciements. Tout le temps en touchant l'oreiller avant de m'endormir. Je remercie toutes sortes de petites choses parce que des fois, on le voit pas comme un cadeau sur le coup, mais on se remercie des choses qu'on a fait, puis on remercie dans l'invisible une autre personne pour telle chose, de tant m'aimer, puis de montrer son amour. Ça coûte rien, ça prend quelques minutes et puis
tellement, je m'endors dans mes remerciements, puis le matin, je me lève avec mes cadeaux. Fait que ça fait la journée, ça rend la vie plus agréable. Ah oui, c'est super. Merci de l'avoir partagé parce que c'est vrai que... Et puis le cahier, le carnet, pour celles et ceux qui auront envie de l'avoir et puis de se lancer dans ce défi-là, une année de prise de conscience, 365 exercices pour apprendre à être heureux. Oui. Voilà, pourront aussi retrouver ce type aussi de formule, la gratitude qui est inspirée aussi de la psychologie positive, voilà, et des kiffs. On pense à Florence Servan-Schreiber, vraiment de pouvoir... Toi, tu le fais aussi dans un lien avec le divin, avec Dieu, parce que tu te sens vraiment en gratitude par rapport à Dieu, j'imagine. Pour moi, Dieu, c'est la grande création. Tu sais, c'est pas un personnage. Je suis émerveillée de la création divine. Tu sais, quand tu regardes juste la nature, c'est tellement extraordinaire. Tout ce qu'il y a autour de nous, puis tu sais, c'est au-delà de ce qu'on peut comprendre. Toute cette création divine, juste le corps humain, c'est une création extraordinaire, tu sais. Puis même tu regardes le corps de chaque possède, comme je regardais une petite vidéo l'autre jour avec la musique, avec des oiseaux. Là, tous des oiseaux, j'en ai vu tellement que j'avais jamais vu avant. Toute cette création-là, c'est tellement extraordinaire. Et puis, je veux ajouter, avant de terminer, je viens de penser que tout à l'heure, j'ai oublié de dire, quand on se couche le soir, souvent, on est porté à penser aux choses difficiles qui sont arrivées dans la journée où on commence à se sentir coupable ou à s'angoisser. Tu sais, on s'angoisse puis on n'est plus capable de s'endormir. Alors, c'est le moment de faire ça. Dire non, à place de penser à ça, là, je vais commencer à énumérer, faire mes remerciements pour la journée, puis des cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui. Puis, alors, c'est beaucoup plus sûr qu'on va faire une bonne nuit de sommeil si on s'endort là-dessus que si on s'endort sur un problème. Hein. Bien sûr. Non, mais ça, c'est bien de l'avoir effectivement précisé. En tout cas, merci infiniment, Lise Bourbeau, d'être revenue faire un tour dans Métamorphose et pour cet entretien vraiment énergisant. On sent toute cette énergie qui est communicative. Pour nos auditeurs, la qualité de son n'est peut-être pas aussi bonne que d'habitude où on est dans le studio de Métamorphose à Paris. Et là, vous l'aurez compris, évidemment, Lise est au Québec. On se parle en ce moment. D'ailleurs, il doit être plutôt chez toi que chez nous en Europe. Oui. Et je rappelle tes 2 derniers livres parus cette année. Alors, en janvier, Écoute ton corps, encore. Et une année de prise de conscience, 365 exercices pour apprendre à être heureux, qui sont disponibles aux éditions J'ai lu. On peut évidemment retrouver tes autres best-sellers, notamment Les 5 blessures qui empêchent d'être heureux, d'être soi-même, qui est publié aux éditions maintenant en pocket, en poche. Et nos auditeurs peuvent évidemment te retrouver sur tous tes réseaux sociaux, sur tes différents sites internet. On les trouve très facilement en tapant soit écoutetoncorps.com/fr pour la France, soit en tapant évidemment ton nom, Lise Bourbeau. Merci beaucoup, Lise, et puis à une prochaine fois. Merci, Anne, pour toutes tes bonnes questions. Merci à toi. Merci. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.